Il est 19h30 partout au Bénin. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le chef de l'État a reçu en audience ce 10 juin deux personnalités majeures du secteur financier africain, Sidi Ould Tah, président de la Banque africaine de développement, et Serge Ekwe, président de la Banque ouest-africaine de développement. Ces échanges successifs ont permis de renforcer le dialogue entre le Bénin et ses institutions financières, partenaires clés du développement économique du pays. Ils avaient prôné la rupture lors de leur arrivée au pouvoir au Sénégal, mais la relation entre le président Bassirou Diomaye Faye et son ancien premier ministre, Ousmane Sonko, s'est fortement dégradée ces dernières semaines. Désormais président de l'Assemblée nationale, Ousmane Sonko reste une figure centrale du pouvoir. Une question demeure, le président peut-il gouverner durablement sans cet allié clé ? Plus de précisions dans ce journal. Et puis, les autorités de Hong Kong ont annoncé ce jeudi l'arrestation de 6 personnes dans le cadre d'une opération visant un réseau de trafic de produits dérivés contrefaits liés à la Coupe du Monde. Dans la matinée de ce mercredi 10 juin, le président de la République, Romuald Wadani, a reçu deux importantes institutions partenaires du Bénin. Il s'agit en premier lieu d'une délégation du groupe de la Banque africaine de développement, conduite par son président Sidi Ould Tah, ainsi que d'une délégation de la Banque ouest-africaine de développement, conduite par son président Serge Ekwe. Cette rencontre a permis aux différentes parties d'échanger sur plusieurs sujets d'intérêt commun. Suivons à présent le reportage. Le nouveau locataire de la Marina, Romuald Wadani, a reçu ce mercredi 10 juin deux importantes délégations. Il s'agit de la Banque africaine de développement BAD et de la Banque ouest-africaine de développement BOAD. Ces institutions ont effectué le déplacement pour saluer le chef de l'État et réaffirmer leur volonté d'accompagner les efforts de développement du pays. Première à être reçue, la Banque africaine de développement, principal partenaire multilatéral du Bénin, présente dans le pays depuis 1972, elle soutient la mise en œuvre de nombreux projets structurants, notamment dans les infrastructures routières, l'agriculture, l'énergie et les secteurs sociaux. C'était l'occasion de présenter nos félicitations à son Excellence, mais aussi d'évoquer avec lui les excellentes performances macroéconomiques de la République du Bénin et l'ambitieux programme présidentiel qu'il entend mettre en œuvre. Et nous avons réitéré à son Excellence notre engagement pour accompagner son programme de gouvernement avec tous les instruments que le groupe de la Banque africaine de développement peut déployer. Nous avons aussi écouté avec beaucoup d'attention les orientations de son Excellence sur les réformes engagées par le groupe de la Banque africaine de développement et surtout sur la nouvelle architecture financière africaine pour le développement. Et nous nous réjouissons du soutien que son Excellence apporte à ces réformes. Autre temps fort de la journée, l'audience accordée à la délégation de la Banque ouest-africaine de développement, bras financier de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Conduite par son président Serge Ekwe, la délégation a été reçue par le président Romuald Wadani. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations entre le Bénin et l'institution sous-régionale. Nous l'avons félicité pour sa brillante élection à la tête du pays. Nous avons souligné le fait que c'est une élection historique, une transition historique. Une fois de plus, le Bénin a étonné le monde. C'est un exemple. Le président de la République, le président Romuald Wadani, connaît bien nos sujets. C'est un familier de nos sujets. C'est un grand technicien de la matière finance. Et nous avons ensemble évoqué 3 points essentiels. Le premier est le sujet du niveau d'engagement de la banque. La BOAD va devoir faire plus. Donc, c'est une question de quantum. Nous allons devoir faire plus. Le deuxième point, c'est que nous allons devoir faire mieux. C'est-à-dire essayer de trouver les voies et moyens pour financer le développement dans les meilleures conditions possibles. Et le troisième point, c'est
cette question de l'innovation. On doit continuer d'innover. Au thème de ces échanges, la Banque africaine de développement et la Banque ouest africaine de développement ont réaffirmé leur disponibilité à soutenir les priorités du gouvernement. Autre sujet institutionnel, le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, Édouard Loko, a reçu en audience une délégation de l'Association de développement des arrondissements de la commune de Bontet, dénommée Cachifé, conduite par son président, Marcelin Laroux. La délégation est venue exprimer ses félicitations ainsi que sa reconnaissance au premier responsable de l'institution pour les réformes engagées depuis son arrivée à la tête de l'ARAC. Suivant. Cachifé est venu d'abord présenter ses civilités au président de l'ARAC. Vous savez, ça fait près de 2 ans que le président a été nommé à la tête de cette grande institution républicaine. Et au cours de nos réunions, le bureau exécutif avait quand même voulu que nous puissions venir lui présenter nos félicitations. Vous savez, à cause de son agenda très chargé, nous attendons cette audience depuis près de 2 ans. Aujourd'hui, ça s'est bien passé et nous lui avons dit, vous savez, au-delà, une association de développement, c'est d'abord pour les communautés. Et quand il y a les communautés, il faut quand même, pour pouvoir parler du développement et amener, sensibiliser les populations, et nous avons ce que nous appelons qu'il faut faire la visibilité de cette commune. Et pour aussi le féliciter et lui témoigner notre admiration en ce qui concerne les réformes. Depuis qu'il est à la tête de cette institution, nous avons constaté que la communication est proche des populations. Or, nous sommes au service de nos populations qui sont les premiers bénéficiaires. Le président a aimé cette démarche et a demandé que nous transmettions ces salutations aux populations de la commune de Bontet et sa proximité avec la commune de Bontet aussi, parce que vous savez, il est le président d'une institution qui est au service de tous les Béninois sans distinction. Et il est content que si notre démarche l'amène, notre démarche va le pousser à mieux faire. Nous savons que les réformes ne sont pas faciles, mais finalement, ceux qui n'aiment pas les réformes, quand les fruits commencent par tomber, on se rend compte qu'il ne fallait pas contester ces réformes. Donc, nous lui avons dit que nous allons continuer à prier Dieu et les mains de nos ancêtres, à lui donner la force et la santé pour continuer dans cette lancée et à réformer. Parce que quand on parle de la HAC, hors du Bénin, nous savons comment les gens respectent cette institution. Nous qui avons la chance de sortir un peu, nous savons comment ils parlent de cette institution qui a réformé, où vous avez la presse, vous-même vous en faites les échos, où il y a des pays qui viennent, qui font des visites de travail pour voir comment le Bénin le fait et ça marche comme ça. Les conquêtes du pouvoir naissent souvent d'alliances solides autour d'un même idéal, mais une fois au sommet, ces alliances peuvent se transformer ou s'effriter. Au Sénégal, le président Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko, unis par un même combat politique, évoluent aujourd'hui dans des positions différentes. Le chef de l'État peut-il gouverner sans son ancien allié? Élément de réponse avec un analyste politique. Alors, c'est la suite des opérations qui importe, parce que l'échéance 2029 est l'échéance principale. Je ne vois pas le président Diomaye renoncer à un deuxième mandat avec tous ceux qui l'entourent, la coalition qui l'entoure, même sans le PASTEF. Je ne vois pas Ousmane Sonko renoncer à une candidature à la présidentielle. Ça sera de l'hérésie. Il sera candidat. Le tout tiendra au rapport de force. Aujourd'hui, sur le terrain social, politique, eh bien, Ousmane Sonko semble avoir une avancée majeure parce qu'il a une aura très populaire. Mais il y a une chose, c'est que celui qui détient le pouvoir s'appelle Diomaye. C'est lui qui est à la manette. C'est lui qui va prendre les décisions. Et Sonko a vu le danger venir et il a joué un tour très important dans sa vie. C'est qu'il a repris son mandat parlementaire
et il s'est fait élire président de l'Assemblée nationale. Autrement, en simple citoyen, le conflit avec le président de la République pouvait l'amener une fois encore en prison. Ce n'est pas interdit parce que l'adversité politique était prononcée. Et si Sonko était devenu l'obstacle principal à empêcher Diomaye d'avoir un deuxième mandat, tout moyen devrait être bon lorsqu'il est efficace. Aujourd'hui, il a un mandat parlementaire. Qui plus est, il est la deuxième personnalité de l'État, personnalité institutionnelle après le président Diomaye. Et donc, il a cette couverture. Mais en plus de cette couverture, il jouit d'une adhésion populaire. Il est le chef du parti le plus grand du pays. Et donc, toute bousculade de Sonko pourrait provoquer des mouvements populaires non maîtrisés. Là, nous sommes, puisque Sonko lui-même parle de cohabitation, c'est une nécessité. Le président de la République doit soumettre la loi des finances. La politique du Premier ministre doit être validée à l'Assemblée nationale. Il n'y a que la majorité PASTEF qui puisse le faire. Je n'ose pas croire qu'ils seront dans une position de vengeance permanente contre le pays, puisque Sonko a dit dans un discours récent, prononcé au premier congrès de son parti, que ce ne sont pas les individus qui comptent, mais c'est plutôt le Sénégal. Être adversaire sur la scène politique ne veut pas dire qu'on est des ennemis. Encore qu'il est plus facile pour deux amis de s'entendre que n'importe quoi. Si l'homosexualité restait jusqu'à présent un tabou dans une société nigérienne très majoritairement musulmane et conservatrice, elle n'était pas explicitement criminalisée. Plusieurs pays africains ont récemment durci leur législation à l'encontre des personnes LGBT+. Le Niger a promulgué un nouveau code pénal qui criminalise pour la première fois l'homosexualité. Le reportage. Le Niger serre la vis contre l'homosexualité. Le nouveau code pénal promulgué par les autorités militaires du pays prévoit des peines d'emprisonnement de 5 à 10 ans et des amendes pour les relations entre personnes de même sexe. Cette sanction est valable aussi pour toute personne commettant ou tentant de commettre un acte indécent ou contre nature ou des pratiques lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres notamment. La sentence sera aussi appliquée en cas d'exploitation des clubs, sociétés, organisations ou associations pour homosexuels aux personnes LGBTQ+. Les autorités nigériennes considèrent l'homosexualité comme contraire aux valeurs sociales et culturelles de leur pays. Que certains cours d'éducation sexuelle ont été supprimés des programmes scolaires en 2024. La nouvelle disposition adoptée depuis février n'a pas fait l'objet d'une communication à grande échelle. 230 000 articles, dont 30 000 maillots soupçonnés d'être des contrefaçons. C'est la saisie effectuée par les douanes hongkongaises ayant mené jeudi à l'arrestation de 6 personnes dans le cadre d'une opération qui visait un trafic de produits dérivés contrefaits liés à la Coupe du Monde, portant sur près de 20 millions de dollars de marchandises illégales. C'est après moi. Les autorités de Hong Kong ont annoncé la saisie de 230 000 articles présumés contrefaits d'une valeur estimée à 20 millions de dollars, dont des maillots liés au tournoi de la Coupe du Monde de football 2026. L'inspecteur principal au service des douanes de Hong Kong a déclaré que parmi les 30 000 maillots appréhendés, certains étaient si bien confectionnés qu'ils étaient difficiles à distinguer des maillots officiels des équipes pour le consommateur lambda. Étant donné que cette Coupe du Monde est la plus importante jamais organisée, avec un nombre d'équipes participantes en forte augmentation et un tournoi se déroulant sur 3 sites aux États-Unis, au Canada et au Mexique, nous prévoyons une hausse considérable de la demande en produits dérivés de la part des supporters et des touristes du monde entier pendant la durée du tournoi. Tous les maillots étaient destinés au marché étranger, près de 80% devant être expédiés vers les Amériques, où la Coupe du Monde est co-organisée par les États-Unis, le Mexique et le Canada. La plupart étaient des copies de maillots de joueurs authentiques, mieux conçus et fabriqués à partir de matériaux de meilleure qualité.
Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bj/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook, YouTube et TikTok.